Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Salut Olivier. Bonsoir. Ravi de te recevoir ici. Merci d'avoir accepté de passer un petit moment avec moi. Merci de m'inviter, je suis honoré. Oh. Ah non, mais souvent je dis ça en fait. Les gens m'invitent et me remercient d'accepter, mais c'est eux qui m'ont invité. Et quand quelqu'un a envie de prendre du temps pour discuter avec moi, je trouve ça flatteur en fait. Donc merci. Merci de me flatter. C'est une jolie façon de voir les choses. Je vais te laisser te présenter si tu es d'accord. Même si ton nom et le nom de la chaîne commencent à être bien connus, j'ose espérer que certains n'ont pas encore connaissance de ta chaîne et vont se ruer dessus. Je te laisse donc te présenter et présenter un petit peu le concept de ta chaîne aussi, peut-être. Ça t'embête pas ? Ah, ça ne m'embête pas du tout, mais quelle longueur hein, parce que j'ai plusieurs formats, tu vois. Ça va dépendre de... Est-ce que je me présente moi vraiment ou est-ce que je fais succinct ? Comme tu le sens, laisse-toi aller. Laissons-nous aller. Ouais. Eh bien, je suis Olivier Larue, j'étais fut un temps prof de français après avoir fait bien des choses, notamment des études de lettres concentrées sur l'acte d'écriture. Et je me suis mis à l'enseignement assez tard, hein. J'ai commencé à enseigner à peu près à 30 ans parce que tout le reste du temps, j'étais entre des études et de l'écriture, du théâtre, du roman beaucoup, de la poésie. Ok. Et puis je suis devenu prof de français autour de mes 30 ans, pendant 6 ans à peu près, jusqu'à ce que je sois débauché par Arcane Asylum Publishing pour être relecteur à plein temps quasiment. Donc aujourd'hui c'est toujours mon statut, je suis freelance dans le jeu de rôle, essentiellement auprès d'Arcane mais aussi auprès de Black Book et de Edge. Rien que ça. 90% de mon travail, c'est de la relecture. Ok. Et ce qui reste, c'est de l'écriture, un peu plus en ce moment d'ailleurs, parce que j'ai la chance de pouvoir écrire un peu moins de la commande et un peu plus mes projets. Donc là, je viens d'envoyer un petit jeu qui s'appelle Fabula Rasa, et pour ceux qui auraient vu l'Ultimaton, c'est le jeu que j'ai joué avec Max et Lisa de la Bonne Auberge. C'était un jeu éphémère dans ma tête, un truc que j'ai créé pour une soirée, donc un univers, des règles, un scénario, et puis après c'est fini quoi. Ok. Et Mathieu Saintou d'Arcane Asylum m'a dit non, je le voudrais, donc écris-le-moi. Donc ça y est, c'est chose faite, c'est pas très long, ça fait 40 pages. Donc ça c'est écrit, je suis en train d'écrire aussi une campagne pour Cyberpunk Red, ça c'est plus long. Et puis en plus, il y a plein de choses qui viennent se mettre au milieu, donc je n'arrête pas de repousser un peu cette écriture. D'accord. Puis j'ai des jeux aussi en cours, mais qui viendront après cette campagne. Voilà, je suis l'auteur du Prix à payer, qui est un supplément Mage l'Ascension. Je suis l'auteur d'un petit scénario pour Gods, d'un petit scénario pour Roll and Play. J'ai encadré le recueil de scénarios Roll and Play. C'est moi qui l'ai édité, pour employer le terme technique. Puis je suis surtout l'auteur de Métro 2033. Voilà, pour la part jeu de rôle. Je donne encore quelques heures de cours, mais dans le supérieur, à l'Institut universitaire Saint-Luc, où j'interviens comme prof de littérature et d'éloquence, et à Sciences Po Aix, où j'interviens aussi comme prof. J'ai une option en fait art oratoire. Je fais du coaching en éloquence, en prise de parole en public, et puis j'ai la chaîne Twitch, qui est la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence, histoire de faire une chaîne sur des sujets que je maîtrise à peu près. Ok. Et voilà, je fais énormément de parties du jeu de rôle, c'est 95% de la ligne éditoriale de la chaîne, ce sont des parties de jeu de rôle, beaucoup de one-shot, mais depuis quelques mois, j'ai un peu ajouté des campagnes. Ok. Il y a une campagne avec la Team Swag sur Métro 2033 qui est la campagne officielle. Il y a le projet Canva, ce sont des one-shots entremêlés qui vont finir par se rejoindre façon crossover, tout ça. Génial. Et puis il y a une campagne sur laquelle je suis joueur sur Légende des 5 Anneaux. J'adore ce jeu et j'ai fait une grosse émission de vulgarisation sur l'univers. Ensuite on a présenté une création de personnage et ce personnage que les gens ont vu créer, maintenant on le joue et on le fait évoluer. Donc on essaie de montrer un peu toute la vie d'un personnage et d'un jeu, quoi, avec une approche très pédagogique. On essaye de montrer chaque clan, etc. au fur et à mesure. Et pas trop de choses d'un coup. Mais sinon, comme je disais, la base de la base, c'est le vis-à-vis, c'est-à-dire des émissions un joueur, un MJ, et j'ai fait tourner énormément de jeux
J'ai invité énormément de gens. Et d'ailleurs, je compte bien t'inviter pour que tu nous parles des imagitateurs. Déjà pour qu'on joue en tête-à-tête, et puis, enfin, en vis-à-vis, puisque c'est l'expression consacrée, Ok. et que tu nous parles un peu des imagitateurs aussi. Donc voilà. Donc merci d'être venu vers moi, tu me facilites la tâche, tu vois. C'est parfait. Merci pour cette invitation, je serai là. Et donc, ce principe de vis-à-vis, c'est-à-dire que toutes les parties sur ta chaîne se jouent avec un joueur et toi? Ouais. Ok. Sur YouTube, par exemple, si on va voir, il y a une centaine de vidéos. Systématiquement, c'est un MJ, un joueur. Il m'arrive d'être joueur, alors pas sur YouTube. Sur YouTube, il y a une exception, c'est Tremor City, parce que c'est une performance de joueur très particulière. Je n'ai pas le droit de parler à mon maître du jeu HRP, en fait. Tout ce que je décris, c'est la voix off de ce vieux flic Ok. dans une ambiance film noir à la Sin City. D'accord. Voilà, je dis pas, je rentre dans la chambre et je regarde s'il y a des indices. Je vais dire, je rentrais dans la chambre et je cherchais autour de moi, à la recherche d'indices, n'importe quoi, un cheveu, quelques cendres, de quoi pouvoir entamer cette enquête. Et tout se fait comme ça. Ok. Donc c'est la seule émission qu'on peut trouver sur YouTube où je suis joueur et pas maître du jeu. Et j'ai vu, d'ailleurs, ou entendu plutôt, que tu étais sacrément doué dans les voix. Et chapeau, parce que moi, ça, c'est vraiment pas du tout un endroit où j'excelle. Tu fais aussi plein d'imitations de bruits qui sont vraiment bons. Tu as ce talent d'émettre des sons qui ne sont pas normalement faits pour être émis par une bouche, quoi. Bah alors, il y a bien meilleur que moi à ce jeu-là. Ouais, mais je pense que ça, c'est vraiment parmi les compétences de conteur. C'est pour ça, on n'est pas des acteurs. On n'est pas là pour remplacer l'imagination. C'est le propre de l'image. L'image, boum, elle s'impose à toi et ce que tu vois, c'est ce que tu as sous les yeux. Le jeu de rôle, lui, on interprète un personnage plus qu'on l'incarne quand on joue un PNJ et on sert de support à l'imagination. Donc quand je fais un bruit de porte qui s'ouvre, un truc comme ça, le bruit, j'assume tout à fait qu'il soit pas parfait. Mais il aide la personne qui l'entend à s'imaginer à ce moment-là le vrai son d'une porte qui s'ouvre. Oui, mais tu es quand même proche de la réalité. Moi, si je fais le bruit d'une porte qui s'ouvre, la totalité des joueurs vont se demander ce que c'était que ce bruit qui vient de passer. Ah, écoute, c'est gentil, c'est gentil. Je ne me savais même pas ce talent, tu vois. Moi, je me trouve pas très très fort pour les voix. Je trouve que j'en fais pas suffisamment. Des fois, je triche en plus. Des fois, j'utilise le voice mode pour faire une voix qui va être transformée un peu par la technique. Mais oui, en tout cas, je fais cet effort de changer de voix pour que, au bout d'un moment, si tu fais un dialogue entre deux PNJ, tu n'as plus besoin de préciser qui parle. Effectivement. Et bosser pour des maisons d'édition, c'est grisant, non? C'est un travail, c'est ma passion. Je reste très conscient de la chance que j'ai. Je m'estime un vrai privilégié, même si je suis loin de rouler sur l'or, parce que je vis correctement de ma passion. Je n'occupe mes journées qu'avec des choses que j'aime. Après, j'ai la chance d'être quelqu'un qui est vraiment un amoureux de la vie et donc j'aime beaucoup de choses. Mais quand je vais donner un cours, je suis au taquet, je suis vraiment content. Alors des fois, c'est dur de se lever, c'est dur d'y aller, mais il suffit que je sois dans la salle depuis 5 minutes et j'ai déjà oublié que c'était du boulot. Je vais faire du coaching, je crois que j'aime encore plus parce que là, on voit vraiment la progression des gens avec lesquels on travaille. Je fais de la relecture. La relecture, ça commence à devenir un peu plus dur peut-être, parce que ça se répète depuis longtemps. Il faut être très concentré, tu coupes un peu les cheveux en quatre. Au début, je me régalais. Au début, je faisais pas attention au temps et du coup à la rentabilité que j'allais chercher dans les bouquins de grammaire quand j'avais un petit doute sur une règle très particulière. J'aimais autant l'aspect fouiller un peu dans mes vieux bouquins de grammaire que lire du jeu de rôle. Aujourd'hui, j'avoue que je commence un petit peu à être essoufflé, mais il suffit que je tombe sur une gamme que j'adore et ça repartira. Oui, la passion doit pas être très compliquée à faire repartir, je pense. Oui, voilà. Je me vois très bien vivre dans le jeu de rôle toute ma vie, sans aucun problème. Ça me va bien, c'est pour ça Ultima Verba d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un pluriel, parce que je me sens pluriel. Ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est que c'est les milliards de propositions qu'on peut faire, et je suis très fier de toutes les histoires que j'ai inventées déjà sur la chaîne, sur des tonalités. On a eu des choses marrantes et légères, on a eu des choses tristes, on a même des gens qui ont pleuré à l'antenne, on a eu des choses terrifiantes, on a eu des choses épiques, et puis dans des époques, dans des lieux, enfin... Ça me correspond tout à fait, le jeu de rôle. Je peux pas m'ennuyer parce que c'est un terrain de jeu qui est beaucoup trop vaste. Oui, effectivement, les seules limites sont celles de l'imagination. Et t'as pas l'air d'avoir de gros soucis avec ça, donc... Non, alors là, pour le coup, ça, c'est une qualité que je peux assumer. Tu vois, autant les voix,
merci, mais je suis pas persuadé d'être très talentueux. Autant sur l'imagination, je me sens béni. J'ai d'autres travers après sur mon exigence envers ce que je crée, mais le jeu de rôle a toujours eu ce côté loisir, pas comme l'écriture d'un roman, où j'étais plus tendre avec moi, où j'acceptais que ce sera pas le prix Nobel de littérature, mais mec, on s'en fout, c'est juste pour faire du jeu de rôle, tant que les joueurs s'amusent. Donc Grisant, ça l'a été au tout début, où je me suis dit, tu vois, pour la petite histoire, alors je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais quand elle sera sortie, j'aurais déjà fait cette partie avec Croc. Là, elle arrive demain pour moi. Croc, c'est l'auteur du tout premier jeu de rôle que j'ai acheté quand j'avais 14 ans. Ok, génial. Demain, je vais faire le maître du jeu pour lui. Génial. Il fait partie des dinosaures quoi, de notre monde de rôlistes. Et donc oui, souvent d'ailleurs mon ami Bruno, qui est le modérateur de la chaîne, mais qui est un ami depuis 20 ans, est un vrai support, quelqu'un qui te soutient, qui te supporte quoi que tu fasses, dans tous les sens du terme d'ailleurs, supporter. Et souvent il me rappelle, il me dit, mais gars, il y a 6 ans, personne savait qui t'étais dans le monde du jeu de rôle. Aujourd'hui, regarde ton carnet d'adresses et regarde les relations tu vois, avec ces gens. Parce que quand j'ai fait l'ultimaton, donc le grand marathon pour financer ce projet avec le Cameroun, en l'espace de 48 heures, j'ai appelé tous les éditeurs de jeux de rôle et en plus de ça, ils m'ont tous fait des promesses de dons, ils m'ont tous assuré de leur soutien. Génial. Je m'en rends plus compte, mais heureusement que j'ai Bruno pour me dire tu t'es implanté comme un fou dans le milieu du JDR en très très peu de temps. Voilà, mais maintenant ça devient un travail. Quand je suis au téléphone avec quelqu'un du monde de l'édition, je ne trépigne pas sur place comme une adolescente devant son idole, mais je l'aurais fait au tout début. Au tout début, que si on m'avait dit voilà, tu vas bosser avec Arcane pour faire Mage l'Ascension, qui était en plus l'un de mes 2 jeux préférés, je me serais évanoui comme au passage de Michael Jackson pour les fans à la grande époque, tu vois. Mais là, maintenant, je suis blasé, ça va tellement vite, je suis déjà blasé. Je pense qu'il y aura des possibilités pour toi de retrouver cet élan de motivation et de sensations un peu euphoriques. Peut-être dans d'autres domaines aussi, mais je suis très facilement euphorique, hein, tu sais. Demain, j'ai l'occasion de vraiment faire le jeu de mes rêves et il marche bien, ce sera une joie immense aussi. Et ce projet avec le Cameroun, est-ce que tu as envie de nous en parler un peu ? Oui, la grosse première étape est passée. Il y a un festival du jeu de société au Cameroun depuis maintenant 5 ans, qui se passe à Yaoundé. C'est le seul festival du jeu là-bas parce que le jeu de société est en train de se développer. Mais il y a encore dessus le regard que nous, on pouvait avoir il y a peut-être une vingtaine d'années. C'est pour les gamins, c'est pas sérieux, etc. Donc, par exemple, ils ont 0 subvention pour leur festival. Grâce à une interview de la FFJDR, j'ai découvert Gérard Ngan, qui est le directeur de ce festival, et qui s'intéressait au jeu de rôle. On s'est contacté, on cherchait à mettre en place de la formation. C'est-à-dire, viens avec des gens qui savent faire, on fait une formation sur place, et après, quand vous repartez, on aura des apprentis MJ qui pourront commencer à faire jouer et tout. Et ce sera la naissance du jeu de rôle au Cameroun. Et je disais, c'est une idée absolument géniale. Au début, j'avais des comparses qui voulaient bien partir avec moi. Quand c'est devenu concret, les gens se sont un petit peu dégonflés. Alors bon, ils avaient d'excellentes raisons, mais je me suis retrouvé un peu tout seul et j'ai dit à Gérard, écoute, moi je me sens pas de venir tout seul, et d'autant que ce serait pas, on va pas pouvoir former autant de gens qu'on voudrait. Donc viens toi. On te paye le billet, on te paye tout, mais viens. Et moi, je vais essayer de lever des fonds par la chaîne et auprès des éditeurs pour que tu puisses venir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont partis dans un délire humanitaire et tout, et qu'on a très vite calmé en disant non mais attendez les gars, il n'y a rien d'humanitaire. Et arrêtez de penser dès qu'on parle Cameroun que c'est de l'humanitaire parce que c'est le Cameroun. Bien sûr. Il y a un mec là-bas, il vient de découvrir l'existence du jeu de rôle, il a envie de la faire découvrir dans son pays, il a 0 matos. Moi, il s'avère que j'ai les moyens de l'aider, je l'aide, point. Ça ne va pas plus loin. En revanche, j'ai besoin de lever de l'argent pour payer le billet d'avion, le Airbnb, la semaine de formation il y a eu quasiment 100 heures de formation que je vais gentiment lui offrir, sachant que moi, pendant ce temps-là, comme je suis freelance, c'est une semaine de vacances, sauf que je suis pas en vacances et où je ne toucherai rien. De manière très transparente, j'en ai parlé avec la chaîne, avec les viewers, en leur disant le calcul raisonnable, ce serait 1 500 € net. Donc il faut qu'on réussisse à lever, donc ça doit faire 1 900 quelque chose en brut, quoi. Pour que ma semaine soit pas perdue
et que voilà, je fasse venir cette personne. Mais encore une fois, ce qui montre bien qu'on n'est pas dans une démarche du tout humanitaire. Déjà, on ne va pas creuser des puits. Les gens qui font du jeu de rôle là-bas, c'est qu'ils n'ont pas trop de problèmes à côté. Moi, je prends quasiment jamais de vacances. Je pense que voilà, dans l'entourage, ça aurait pu à juste titre râler si je prenais une semaine pour bosser, mais qu'elle m'était pas payée. Oui, bien sûr. Donc c'est comme ça que ça s'est négocié. J'ai été très transparent sur les chiffres. Les gens savaient exactement ce qu'on a dépensé, comment, etc. Il en reste un peu d'ailleurs parce que les gens étaient très. Donc on a fait l'ultimatum. J'ai fait une journée pleine de streaming de 9h à minuit pour lever ces fonds. On devait lever donc 3 000 €, on en a levé 5 000. Ok. Il en reste à peu près 1 000. Ces 1 000 € devraient payer au moins le billet de Dragan, donc le vice-président de la FFJDR. Et moi, je vais essayer de voir avec mes partenaires pour me faire payer mon billet pour qu'on parte en novembre pour la 6e édition du festival du jeu de Yaoundé. C'est génial. Et pour qu'on anime des tables de jeux de rôle sur place. Mais là, déjà, Gérard est venu pendant une semaine et je l'ai fait jouer non-stop à plein de jeux, etc. Ça s'est super bien passé, on s'est régalé, on a très bien accroché ensemble. J'étais un peu exigeant et ambitieux, donc finalement, je voulais le faire maîtriser, mais j'ai vu que c'était trop tôt. Notamment, ils ont un rapport au livre quand même assez différent du nôtre parce qu'ils sont héritiers d'une grosse tradition orale. Ok. J'ai eu beaucoup de mal à lui faire lire les livres qu'on lui a envoyés. Voilà, mais normalement en novembre ça devrait être fait. Il aime énormément la BD franco-belge, donc il va sans doute lire Troubleshooters pour pouvoir le maîtriser. Okay. Voilà. Mais cela dit, il a déjà fait une expérience de maître du jeu là dernièrement. Il était avec des gamins de 12 ans parce que lui aussi, il a tout de suite vu le potentiel pédagogique en fait du jeu de rôle. Et donc c'était un groupe de jeunes de 12 ans. Ok. 4 ou 5 jeunes de 12 ans qu'il a fait jouer dans un contexte africain, je crois, avec des règles ultra simplistes. J'ai d'ailleurs un enregistrement qu'il faut que j'écoute pour voir un peu comment il s'en est sorti. Okay. On passe le relais pas seulement à la génération future, mais en dehors des frontières, et je trouve ça... Enfin moi, ça me passionne, quoi. Je trouve ça vraiment très chouette comme projet. Est-ce que tu sais comment lui, au moins, a vécu ses premières parties? Même si tu n'as pas encore pu écouter, mais est-ce que lui t'a fait un retour sur ses ressentis? Oui, il était content. Oui, mais après, on est en contact assez régulier. Oui, il m'a envoyé un message et j'étais content. Ça s'est plutôt bien passé. Les enfants étaient ravis. Donc. Génial. Et puis même pendant les parties, quand il était avec nous. Enfin, c'est pas quelqu'un d'ultra expressip. Ok. Enfin, c'est pas un gros extraverti. Mais il m'a quand même bien dit verbalement qu'il avait passé une semaine incroyable et que les parties qu'il avait faites, il était très content. L'appel de Cthulhu, ça l'a particulièrement marqué. D'accord. Il me dit ça, c'est quelque chose qui peut vraiment bien marcher à Yaoundé. Ok. Il a pu faire partie des premiers testeurs de Fabula Rasa, donc le jeu que je vais sortir avec Arcane, là, le petit jeu. Tu sais, 100 heures, ça veut dire grosso modo, le matin, je le récupérais à 9h et on se quittait le soir à minuit. Ça a intérêt à bien se passer avec la personne, hein, parce que ça fait de la promiscuité. Oui, j'étais en train de me dire 100 heures en une semaine, vous avez dû y aller, quoi. Bah, on s'est vu tout le temps. Je pense que j'allais pas le laisser tout seul. C'est la première fois qu'il mettait les pieds en Europe. Donc, c'est moi qui ai géré son Airbnb, tout ça. Après, il y a Dragan qui nous a rejoint pendant 3-4 jours, qui a aussi été avec nous, qui a maîtrisé aussi sur son jeu. Ouais. Donc, on l'a vraiment bichonné, quoi. On a fait en sorte qu'il se retrouve pas paumé. Et pareil, on n'a pas parlé d'argent, mais moi, je sais ce que c'est le salaire moyen au Cameroun. Donc, l'idée, c'était que ça ne lui coûte rien. Donc, il fallait gérer aussi l'aspect bouffe, quand on allait boire un coup et tout, de faire en sorte qu'il n'y ait rien à débourser, quoi. Okay. Donc ça, tu vois, franchement, le défraiement, je pense que 300-400 balles de défraiement supplémentaire pour moi, ça aurait pas été déconnant. Donc dans la mesure où après je suis payé, tant pis, j'ai un peu mal géré les ronds, et puis voilà, on va certainement pas en demander davantage aux gens, et on va faire en sorte de garder ces 1 000 € pour le billet de Dragan. Mais voilà, Dragan a pu au moins se défrayer aussi son trajet, mine de rien, parce que lui il venait de Paris, et son Airbnb. C'était vraiment pas un truc fait, tu vois, pour la gloire ou pour l'argent. C'était vraiment parce qu'on voulait soutenir ce gars et qu'on essayait de faire en sorte que ça nous coûte à nous aussi le moins possible et que tout le monde s'y retrouve, quoi. Et franchement, c'était une belle réussite. Et la joie de la transmission, je pense qu'à partir du moment où tu es MJ, tu aimes cette transmission de notre passion. Et là, bien sûr, sur un projet plus gros, ça doit être hyper satisfaisant de faire découvrir et de sentir que la personne en face, ça lui plaît et ça lui parle. Ouais, puis alors quand t'es MJ doublé d'un prof, la transmission, oui. Oui, effectivement. Très beau projet, donc. Eh bien, merci. Est-ce que tu penses qu'il faut des qualités non négociables pour être rôliste? Rôliste? Non. Bon rôliste? Oui. MJ? Tout autant. Bon MJ? On ne se rend pas compte du travail d'organiste que c'est du point de vue des compétences. Ok.
pour être joueur, il faut juste avoir envie d'être avec ses copains et de faire rouler des dés. Ça suffit. Et on peut largement se contenter de ça et s'y retrouver. Pour être un bon joueur, c'est-à-dire qu'il sera capable de s'adapter à tout type d'ambiance et d'histoire, il faut commencer à avoir quelques compétences d'adaptabilité, il faut être d'empathie, il faut vraiment réussir à vibrer à l'unisson avec les autres, ne pas leur casser leur délire. Il faut suivre l'histoire, il faut faire preuve d'astuce et d'intelligence, parce que l'intelligence, c'est justement s'adapter. Et parfois, à chaque fois, on nous propose des situations et il faut essayer de s'en sortir le mieux possible. Mais on peut être un suiveur, hein. On peut être un joueur qui prend moins d'initiative, qui est là, qui fait du RP, un RP même satisfaisant pour les autres, et ça va. Donc, je pense que tout le monde peut faire du jeu de rôle. Un bon maître du jeu, par contre, je pense que vraiment, c'est un peu comme n'importe quel art, ça demande beaucoup de compétences. Ok. L'avantage, c'est que tous les maîtres du jeu peuvent avoir un talent particulier qu'ils vont pousser. Ça peut être l'acting, vraiment le jeu d'acteur. Ça peut être l'éloquence, la fluidité du discours. Le fait que ce soit hyper agréable d'écouter la personne parce que c'est fluide, c'est pas hésitant, parce que les descriptions sont belles, parce que le vocabulaire est riche, etc. Ça va être l'imagination, la capacité à se renouveler, l'écoute de ces joueurs et voir que là, ils s'ennuient, allez, on va accélérer. Ou telle personne, elle se sent pas très bien, allez, on va passer un peu vite là-dessus. C'est l'organisation, il faut des compétences de manager quand on est maître du jeu, parce que souvent, c'est toi, maître du jeu, qui va dire on se retrouve tel jour, à telle heure, etc. Voilà, qui va se retrouver un petit peu... Ouais, celui qui va organiser en fait la partie. Oui, c'est pas la partie la plus simple. Il faut de la mémoire. Il faut de la mémoire pour retenir les règles. Il faut de la souplesse pour pouvoir parfois accepter de ne pas aller chercher pendant un quart d'heure dans le livre pour avoir la règle précise parce qu'on est en train de saccager l'ambiance. Moi, j'ai des compétences de DJ, alors non pas dans les transitions parce que je l'ai fait au hachoir, mais dans le choix des musiques pour telle et telle scène, au point que je suis de plus en plus capable d'improviser des parties de jeu de rôle en musique, parce que j'en ai tellement dans la tête, j'en ai tellement écouté, j'en ai tellement utilisé pour telle scène que ce ne sera pas mon scénar le plus original, mais ça fera largement le café pour quelqu'un qui joue avec moi pour la première fois. Et donc, j'ai déjà des musiques, je sais lesquelles je vais choisir, etc. Boum, c'est parti. On peut être un illustrateur et montrer par des dessins les PNJ, etc. Elles sont, on peut être écrivain parce qu'on écrit ses propres scénarios, on peut être... Elles sont vraiment infinies, les compétences requises pour être le maître du jeu ultime. Donc je pense que c'est à la fois, on peut en développer quelques-unes qui font que waouh, la partie sera géniale, mais pour être ce que j'aspire à être, moi je cherche, enfin j'ai vraiment cette notion de, comme dans le sport, tu vois. J'aimerais un jour, quand je mourrai, qu'on se dise... il est dans le Hall of Fame des meilleurs MJ de tous les temps. Voilà. Rien que ça, tu vois. Alors j'entends à quel point ça peut être risible ou prétentieux, hein, attention. Mais c'est un objectif. Ça n'est pas vouloir écraser les autres, c'est vis-à-vis de moi-même, toujours vouloir pousser plus loin. C'est avant tout être meilleur que le moi d'hier, tu vois. Bien sûr. C'est tendre vers l'art, plus que vers simplement le jeu. On me l'a reproché plein de fois. Maintenant, j'essaie de trouver l'art du jeu. J'essaie de trouver vraiment l'équilibre entre les deux, que les gens viennent, qu'il n'y ait pas de pression, qu'ils s'amusent, que ce soit extrêmement bienveillant, mais que moi, j'ai secrètement cette exigence de les amener le plus loin possible. C'est une façon aussi de te dépasser et d'aller voir jusqu'où est-ce que tu peux être bon dans ce que tu fais. C'est pas de la prétention pour moi, juste que tu veux faire les choses bien. C'est de l'esprit de compétition. Dans le sport, ça pose aucun problème que quand tu fais du tennis, quand tu fais de la boxe, le but c'est de vaincre le mec qui est en face. J'ai un peu cette approche-là dans le... Je suis compétiteur de nature, mais souvent contre moi-même. J'ai du mal avec la médiocrité, j'ai du mal avec la nonchalance. Et je veux toujours pousser plus loin parce que la journée que je suis en train de vivre, elle pourrait être complètement folle en fait. Donc pourquoi me contenter d'une journée basique ? Ça me parle. C'est ma philosophie. Alors attention, j'ai des journées tout à fait basiques, mais je les ai choisies. Et il n'y a pas d'expression personnelle ou de travail dedans.
Hmm. Tu vois, quand je faisais cours toute la journée devant des classes entières de collégiens ou de lycéens, je sortais épuisé. Au point que mon toubib m'a dit, mais vous pouvez pas faire votre cours juste assis, par exemple, plutôt que d'être toujours debout, de vous agiter, etc. Parce qu'il faudrait peut-être un peu vous économiser, vous allez finir par vous cramer à donner à chaque cours l'énergie que vous donneriez sur un one-man show. Ok. Et je lui dis, je me connais, je ne sais pas faire les choses à moitié. Ouais. Je ne saurais pas faire, je vais m'éteindre en fait si je fais ça. Donc c'est un tempérament, je suis un passionné, je suis un esthète, un exigeant de nature. Hmm. Je sais pas faire les choses à moitié en fait. Ok. Je vois très bien. Mais c'est pareil pour tout, tu vois, on m'a fait le reproche, mes copains, hein, donc c'est des reproches gentils, mais ça les fait rire le côté je fais tout à fond quand je fais quelque chose. Et pareil, tu vois, pour la bouffe par exemple, si on se retrouve pour boire un coup ou pour manger, je voudrais toujours, si j'achète un truc aussi stupide que du jambon, je vais toujours vouloir acheter le meilleur jambon. Ok. Même si mon portefeuille en souffre. Mais si j'ai le choix entre 5 produits, j'ai beaucoup de mal à accepter que je vais pas prendre le meilleur. Ok. Et pareil pour le vin, pour les boissons en tout genre. J'ai ce côté, si on peut avoir mieux, prenons mieux quoi. Il n'y a pas de raison qu'on se contente. On va pas se contenter de moins, bien Voilà, sûr. voilà. Mais je fais ça dans tout, dans mon expérience de la vie, dans voilà, toujours le plus haut, le plus grand. Ok. Voilà, vers le haut. Est-ce que tu veux nous raconter comment toi, tu as commencé le jeu de rôle, comment tu as connu cette passion qui te tient depuis tant d'années? J'avais 14 ans. En fait, la première fois qu'on en a parlé, j'en avais 12. Et j'ai absolument rien compris à ce que c'était. On m'a dit, ouais, mais si, il faudra qu'on teste et tout. Et le gars m'a expliqué ça, j'ai rien compris de ce que c'était. J'ai lu Bilbo le Hobbit à 12 ans. Ok. J'ai bien aimé. Et donc à 14, j'arrive en 3e et j'étais pas mal jeux vidéo. Mhm. Et là, il y a un copain qui nous branche sur le jeu de rôle. Mais il me dit d'abord, il faut que tu lises ça. Donc il m'a fait lire Hawkmoon, les romans. D'accord. Je les ai dévorés parce que pour un ado, c'est très bien. J'ai essayé de les relire, bien mal m'en a pris, mais pour un ado, c'était très bien. Et du coup, derrière, il nous a dit maintenant, on va jouer dans cet univers. Et ça, c'était un coup de génie. J'ai eu la chance d'avoir un MJ qui avait mon âge, mais qui était un excellent MJ dans sa pédagogie. Pas dans sa façon de maîtriser, parce que voilà, il avait 14 ans. Alors pour quelqu'un qui avait 14 ans, je pense qu'il était quand même très bon. Ok. Mais ça restait assez basique ce qu'on faisait. Mhm. En revanche, c'était une très bonne idée de nous faire lire les romans et de nous faire jouer dans cet univers parce qu'on le maîtrisait du coup. Oui. On maîtrisait tous les éléments de cet univers et on va pouvoir poursuivre le roman, on va pouvoir rentrer dedans. Donc il nous a fait créer des personnages. Ok. Et il nous a fait créer des personnages de Star Wars en même temps. Et par un concours de circonstances, en fait, le premier scénario a été un Star Wars. Mhm. Mais dans mon cœur et dans ma tête, j'ai vraiment l'impression que mon premier jeu de rôle, c'est Hawkmoon. D'abord, c'est le premier personnage que j'ai créé. Et on y a plus joué. Ok. Et vraiment, il y a un moment où c'était Hawkmoon, 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 Hawkmoon. Et on était à fond. On avait 1 heure de perm. On courait chez le copain pour jouer. Tu vois, Ok. c'était vraiment, on était des fous, quoi. Et puis, petit à petit, sont arrivés un peu d'autres jeux. Parce que ça aussi, grand luxe. Il avait plusieurs jeux. Donc on a pu jouer à l'Appel de Cthulhu, on a pu jouer à Shadowrun. Et puis après c'est nous qui sommes arrivés avec nos jeux. Donc on a eu Warhammer, ça c'était Petit Dave, donc il a eu Warhammer et Vampire. Et moi je suis arrivé avec Bloodlust d'abord, puis JRTM ensuite, le jeu de rôle des Terres du Milieu. Ok. Parce que j'étais grand fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, ça c'est la première rencontre. C'est vraiment les parties et j'étais le joueur le plus horrible qu'on puisse imaginer, je pense. Parce que la chose qui m'a plu le plus dans le jeu de rôle, c'est ce que frustrait mon expérience du jeu vidéo. C'est-à-dire le cadre. J'ai toujours eu quelqu'un qui a eu du mal avec le cadre, les règles et l'autorité. Ok. Et en même temps, je suis quelqu'un qui, du point de vue de l'écriture, de la grammaire, etc., adore les règles. Donc je ne suis pas à une contradiction près, mais voilà. Mais je sais que voilà, l'autorité, tout ce qui fait qu'on me limite, ça m'embêtait.
Mhm. Et dans Mario Bros, c'était terrible, quoi. En plus, l'écran, il avançait avec toi, donc tu étais dans une sorte de tableau dont tu pouvais pas sortir. J'avoue. Et ça m'angoissait énormément. Je cherchais toujours des raccourcis. La première fois que j'ai trouvé un raccourci, j'étais tellement heureux d'avoir l'impression d'aller là où il n'est pas prévu qu'on aille, tu vois. Et D'accord. j'ai toujours cherché à faire ça avec le jeu vidéo. Faire des choses que les développeurs n'avaient pas imaginé qu'on pouvait faire. Ok. Et le jeu de rôle, quand le maître du jeu me dit pour la première fois « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Attends, je peux faire ce que je veux là. » Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça, mon cerveau, erreur 404. Il a fallu un moment pour que je m'en remette, de me dire mais en fait, c'est ça. C'est ça que je cherchais depuis des années. C'est ça la forme de divertissement ultime. Ma seule limite, c'est l'imagination. Et comme la magie dans Mage l'Ascension fonctionne sur ce principe, ta seule limite pour gérer la magie, c'est l'imagination. Ok. On comprendra aussi que je sois tombé amoureux de ce jeu à 16 ans. Mm. Mais voilà, je dis souvent que j'ai eu 3 rencontres dans ma vie. 14 ans, c'est le jeu de rôle en tant que tel. Mhm. 16 ans, c'est le roleplay. Je tombe sur un maître du jeu qui est un adulte, prof de français, c'est toujours un ami d'ailleurs, et qui me fait jouer à Rêve de Dragon. Il m'en décroche la mâchoire, littéralement. Ok. Je dis ah d'accord, c'est ça le jeu de rôle en fait. Nous, on disait moi voix, moi tue, moi loot, on se faisait des épées en diamant, c'était n'importe quoi, tu vois. Et là, tout d'un coup, on arrive sur un adulte, il me raconte une histoire, je suis en solo d'ailleurs parce que c'est l'introduction de mon perso. Ok. Quand je pose un pied sur le sol dans son univers, j'ai l'impression de voir la poussière sous mes pas. C'est comme si chaque rue avait un nom, je vois le visage de chacun des PNJ que je croise. C'est dingue, c'est de la VR dans ma tête. Ok. Génial. C'est la Matrix, tu vois, je viens de rentrer dans un truc, je dis waouh, mais c'est ça le jeu de rôle en fait. Donc là, je découvre le RP, je découvre l'aspect littéraire des descriptions, etc. Et pouf, je me fais complètement capter par ça. Ok. Et à 18 ans, encore 2 ans plus tard, c'est la rencontre avec Légende des 5 Anneaux, Ok. qui est toujours aujourd'hui mon jeu préféré, parce que c'est le premier jeu qui m'a fait souscrire à tout. L'univers, Mhm. le background évolutif, le système, tout. Voilà, je n'avais rien à reprocher à ce jeu. Ok. J'aimais tout. Et ça aussi, ça a été une grosse découverte. Voilà, donc 14, 16 et 18. Ok. Il y a 26 ans. Ne te fais pas du mal. On termine souvent cette interview sur des questions beaucoup plus légères, une question extrêmement importante, peut-être la plus importante depuis le début de cette interview. Si tu devais manger le même repas jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ce serait? De la raclette. Tu parles à Voilà. une savoyarde, c'est bon, c'est validé. Facile, facile. Et pourtant, je suis un pur provençal, et plus je vieillis, plus je m'enracine. Mais la bouffe dont je me lasserai jamais, la raclette. À égalité avec le Mont d'Or. Voilà. Mais on a compris que c'était le même délire. Alors, pas tout à fait. Je vais chipoter un peu, mais c'est vraiment pas la même chose. Mais, Non, mais ok. parce que moi, je mets de la charcute dans mon Mont d'Or, donc ça ressemble vraiment beaucoup, tu vois. Normalement, on met pas de charcute. Ok. Et pour terminer cette discussion qui était fort agréable, je vais te demander le mot de la fin. Un mot de la langue française qui te vient à l'esprit là maintenant et qui a un sens pour toi là tout de suite. Peut-être que demain il aurait été différent, mais là sur le coup, juste un mot. Enthousiasme. Étymologiquement, c'est Dieu en moi. C'est l'inspiration romantique, quoi. J'aime ça, c'est un bien joli mot. Et j'invite bien sûr toutes les personnes qui sont en train de nous écouter à suivre le lien sous la vidéo pour vous rendre sur la chaîne d'Olivier, Ultima Verba, et d'aller découvrir cet univers absolument incroyable. Merci beaucoup. Un grand merci à toi Olivier, Merci. c'était un vrai plaisir. À très vite pour une partie peut-être. Avec plaisir, oui, vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion de jouer ensemble. Parce que voilà, je m'échine à faire jouer tous les rôlistes du milieu que je rencontre, donc ce sera avec plaisir. Je prends un ticket, avec plaisir. Merci encore. Et je t'en prie, merci à toi. Ce sera pas hyper Ouais. naturel. Moi, je suis un rôliste. Tout terrain, tu verras. J'en suis persuadée. Tu auras même l'impression que je viens juste d'arriver. Ça va être Ok. incroyable, tu vois. Acteur studio. Ok.